Retour sur le plateau de Ouro Africa et justement pour ces 1h30, 5 appelés, 5 présents. Je commence par les quasi-titulaires. C'est une affaire de titulaires ce soir sur Ouro Africa. L'expert en sciences sociales, Jean de Dieu Evuna, une fois de plus répond présent à l'appel de la grosse équipe de production de Ouro Africa. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir M. Mbarga, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes et surtout au top management de Info TV. Merci à vous pour la présence. Je m'en vais à ma gauche proche, mon seul et unique, peut-être il y en aura d'autres, qui sait, mon seul et unique confrère sur le plateau, Timothée Essomba est parmi nous. Bonsoir Timothée, Abena Essomba, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Stéphane Barga, toute ma sympathie à nos millions de téléspectateurs. Un clin d'œil particulier à Madame Ntolo Ekouda, Madeleine Blanche, une fidèle téléspectatrice qui nous suit en ce moment. J'adresse mes chaleureuses vœux de fraternité à tous mes copanélistes et je sors en faisant un énorme clin d'œil au top management d'Info TV qui, malgré le marasme économique, malgré la précarisation quasi volontaire des médias au Cameroun, ne baisse pas, ne couvre pas les chines et continue de travailler, continue de porter haut la gragie de la communication au Cameroun, afin que nous sortions de cette époque où les seules stars, les seules révélations médiatiques étaient celles issues du média de droit public, mais de concert avec la vision du chef de l'État qui a ouvert l'espace médiatique au Cameroun à la faveur des lois de 1990, qu'aujourd'hui nous continuons d'avoir de nouvelles figures, à l'instar de vous, Stéphane Barga, et de tous ces autres virtuoses d'Info TV et des médias privés qui nous font savoir que le talent au Cameroun fait foison. Merci Timothée Essomba pour les mots chaleureux à l'endroit du top management du groupe La Météo. On vous rejoint sur un aspect qui est important, c'est lui justement d'une quasi-précarisation volontaire de l'espace médiatique privé au Cameroun. On va justement toujours porter le plaidoyer qui est le nôtre puisque nous sommes acteurs de ce moment important de l'histoire de la vie politique au Cameroun. 12 octobre puisqu'il y a d'autres élections qui sont annoncées, les médias doivent être présents, les journalistes doivent faire leur travail et on espère pouvoir faire ce travail avec toute la logistique adéquate et due au travail de salut public que nous faisons. Merci Timothée pour le plaidoyer. Je me tourne vers un autre qui connaît des questions de plume, des questions de style, des questions de figure. Simon Messengue, vous êtes journaliste aussi, mais la casquette politique vous colle à la peau. Vous êtes du RDPC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, c'est un plaisir pour moi de retrouver Ouro Africa, les panafricanistes de par le monde entier, des Amériques, d'Afrique et d'Asie qui nous regardent ce soir. Merci de m'avoir invité une fois de plus. Merci à vous, Simon. Un autre politique sur le plateau, titulaire sur l'estrade de Ouro Africa, Jean-Moïse Mbok. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes porte-parole du FSNC, c'est-à-dire du président Issa Tchiloma Bakary. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants. Naturellement, je vais, après avoir salué le top management d'Info TV et toutes les équipes techniques qui nous permettent de mettre ici et dans le monde, en ayant salué les spectateurs qui nous suivent, comme M. Metiengue l'a dit, les panafricanistes de par le monde entier, parce qu'ils ont traversé justement nos frontières, certainement pour aller apprendre et ramener quelque chose de plus à l'Afrique. Je vais donc saluer le président Issa Tchiloma Bakary, sa famille, tous les membres sympathisants et militants du FSNC, naturellement saluer les 11 candidats qui vont plus Issa Tchiloma, 12 candidats qui vont compétir le 12 pour apporter un mieux-être aux Camerounais, dire beaucoup de courage, mais les appeler, tous ceux qui n'ont pas été retenus, les appeler aux travaux de coalition qui sont mis en place. On en parle, Jean-Moïse Mbok. C'était que le bonsoir. Oui, je les salue, eux, qui n'ont pas été retenus, et je leur dis le combat continue, et il faudrait donc la main d'association qui est tendue, qu'ils la prennent.
Merci pour l'invitation. Merci à vous pour la présence. Je termine avec quasiment le patriarche sur l'espace médiatique au Cameroun. Le doyen comme moi, j'aime à l'appeler François Bikoro, l'homme aux 53 élections couvertes à travers le monde. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir surtout à vos nombreux téléspectateurs qui depuis quelques dizaines d'années aujourd'hui suivent un jeune qui avait le même âge que trois autres jeunes dans un hameau perdu à Foulassi. Je suis sûr que très peu d'entre vous ici savent que lorsque chaque matin ils disent dans leur hypocrisie cognitive et dans leur imposture qu'ils aiment le Cameroun en chantant l'hymne national, je ne sais pas s'ils savent que c'était le chant de ralliement de trois jeunes Camerounais dans la nuit tombée sans électricité, sans eau qui sort du mur, sans route, sans radio, sans télévision, à qui on avait demandé de penser à l'avenir de leur pays. Et ils avaient laissé en héritage une phrase célèbre, à savoir que ceux qui vont les remplacer demain, parce qu'eux, ils n'attendaient pas faire tout à la place de tout le monde, parce que le verbe est la parole est d'or, et la parole est déifiante, elle vient du Dieu suprême. Ils avaient dit en leur temps, en nous laissant en héritage, qu'il faut tout faire pour que nous sortions de notre sauvagerie et que nous nous éloignions un temps soit pour la barbarie. Il paraît que votre syllogisme l'a engagé depuis un certain temps et d'emprunter à l'Occident prédateur le mot démocratie. Et il paraît que la démocratie, c'est l'équilibre, c'est l'équité, c'est la justice et non la justesse. Comment donc comprendre que des gens qui s'affublent chaque jour dans vos plateaux de radio et télévision pour parler à l'agora, au lieu d'aller de maison en maison comme le font les Africains, oublient un temps soit peu que sous l'arbre, les mangues qui tombent, c'est parce qu'on arrose l'arbre. Je suis venu ici pour parler aujourd'hui à deux personnages. Le premier, c'est mon petit frère, M. Mvan Dieudonné, Oui. qui depuis 45 ans aujourd'hui a cru à ce pays comme Nyatankor, Djamafan René Minkyo Bamba Samuel, qui ont mis en œuvre l'unité nationale à travers ce champ de ralliement. Je suis venu lui dire que personne ne l'a forcé à aider ce pays à se construire comme il le fait depuis des années. Comme personne n'a forcé Jesus Christus, encore moins Confucius, encore moins Mohammed, à parler au monde pour que la morale soit la chose la mieux partagée. Il faut qu'ils comprennent que l'hypocrisie cognitive qui entre les partis politiques, les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs économiques est la règle en cette période, parce qu'ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Il n'a pas intérêt à abandonner Info TV. Je suis venu le lui dire. Il vous écoute. Je suis venu lui dire, tu n'as pas intérêt à abandonner Info TV. Parce que justement, tu es entraîné par vers toi, et envers toi et contre toi, l'ensemble des 38 millions de Camerounais qui te suivent chaque jour. Tu as donné espoir à des jeunes talents que les autres ont abandonnés sur la raque de l'histoire. Donc tu vas porter, comme Jesus Christus, ta croix jusqu'au bout, en tout le moins jusqu'au 12 octobre. Maintenant, je suis venu parler à tous les parents dont nous sommes, d'abord en vous demandant pardon. Parce que chaque fois, vous voulez travailler avec nous et contre nous, mais vous ne savez pas qu'en réalité, c'est parce qu'on ne s'exprime pas beaucoup, on ne parle pas beaucoup. Je dis à mes congénères, mes parents, qu'on ne peut pas abandonner un arbre qui produit des fruits, comme Info TV. Faites cet effort chaque fois que vous demandez à Info TV de parachever votre programme, de parachever vos idéaux à l'agora. Pensez que l'arbre a le droit d'être arrosé. Tout à fait. Je suis convaincu que ce message va être entendu. Et d'ailleurs, je demande au peuple camerounais de juger chacun des 12 présidents de la République au soir du 12 octobre à leur capacité à continuer à arroser l'arbre pendant qu'ils y sont et pendant qu'ils ne seront plus. Mettons les moyens à l'ensemble des médias qui vous aident à parler à l'agora, parce que c'est important dans la marche de l'histoire. Si vous avez des milliards pour faire des meetings, enlevez 250 000 francs chaque matin, venez donner Info TV à tous les autres médias pour qu'ils vous aident à parler à l'agora. Je ne peux pas comprendre que chaque fois nous dansons, nous chantons, nous venons dans vos plateaux de télévision invectiver, parler avec autorité, et que la seule chose qui permet que votre message soit entendu, soit abandonné à la règle de l'histoire. Vous voyez que j'ai demandé à un banc de ne pas bouger de son piédestal. Personne ne l'a forcé à le faire. Il a fait comme Nyatankor, comme Djamafan René, comme Minkyo Bamba Samuel. Il faut qu'ils se souviennent chaque fois que c'est là, de leur tombe où ils sont aujourd'hui, se pose la bonne question. Quand vous chantez l'hymne national, est-ce que vous savez que c'est sorti de l'âme, de l'intelligence et du talent de quelques jeunes Camerounais qui n'avaient pas les mêmes prédispositions matérielles, financières que vous avez aujourd'hui? Comme je le dis toujours, on ne peut pas comprendre que le tirailleur sénégalais, un analphabète devant l'histoire, ait pu sauver l'Afrique,
et que vous qui êtes affublés de tous les noms d'oiseaux, docteurs, professeurs, ingénieurs et tout ce que vous voulez, qui allez à Paris chaque jour, à New York et tout ce que vous voulez, et que vous ne pensiez pas que le tam-tam, c'est le chant de l'aliment. Merci, Patriarche Bikoro. Votre message a été écouté et suivi là où il doit être suivi. Que l'arbre qui produit des fruits soit arrosé. C'est ce que je retiens de cette brillante communication. 696 11 37 22, c'est le numéro de ralliement de tous les panafricanistes ce soir qui pourront justement interagir avec ce qui est dit et sera dit sur ce plateau. Alors, je vais commencer par vous, Timothée Somba. Les dernières nouvelles qui nous viennent du côté d'Abidjan nous font savoir que justement les dés sont jetés, les carottes sont cuites pour les uns, c'est le moment de la victoire pour d'autres. En l'occurrence, pour ce qui est de la présidentielle 2025, ça sera sans Laurent Gbagbo. Merci Stéphane Barga pour cet honneur que vous me faites en me donnant la parole à titre inaugural pour parler de cette thématique première. Il n'aurait pu en être autrement pour une raison simple. J'ai coutume de le dire sur vos plateaux. On ne gouverne pas un État avec les émotions, on ne gouverne pas un État avec la clameur. On gouverne un État avec la loi qui est l'expression de la volonté générale. Gbagbo est sous le coup d'une condamnation par la justice ivoirienne, ce qui d'office a imputé la pleine jouissance de ses droits civiques et politiques et ne lui permettait pas de candidater. Tidjane Thiam, annoncé comme une grande figure de l'opposition, a décidé de s'inscrire en marge de la loi ivoirienne en violant l'article 48 du Code de la nationalité de Côte d'Ivoire qui date de 1961, qui dit que tout Ivoirien majeur qui contracte une nationalité haute perd la nationalité ivoirienne. Mais il y a une spécificité dans ce code qu'il faut saluer pour démontrer le caractère républicain de certains hommes et le caractère anti-républicain de d'autres. C'est que le code de la nationalité ivoirienne permet ce que l'on appelle la réintégration. Il vous suffit d'accomplir une seule formalité. C'est de demander au président de la République que après que vous ayez perdu votre nationalité, vous voulez redevenir ivoirien. Tidjane Thiam est un grand intellectuel. Comment lui n'a pas lu le code de la nationalité de son pays, mais il prétend à vouloir diriger la Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel, qui est le garant de l'application de la loi, ne pouvait pas s'écarter de la norme pour normaliser les écarts, si vous me permettez de paraphraser notre grand philosophe Ebenezer Djomwele. Le Conseil constitutionnel, le professeur Mononjana, merci, il a dit le droit, il a appliqué la loi. Simone Gbagbo, qui a bénéficié de l'amnistie par la justice ivoirienne, est bien candidate. C'est la preuve qu'il n'y a pas une chasse aux sorcières. Seule la loi doit triompher. Maintenant, dans un élan républicain, ceux qui se font appeler les porteurs ou les forces du changement doivent donc se mobiliser derrière les candidats présents pour faire entendre leur voix et mobiliser leurs militants dans le strict respect d'un sacro-saint objectif. Que seul, au soir du 25 octobre, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire gagne. Et la Côte d'Ivoire gagne comment? La paix. Merci. Merci Timothée Essomba. Jean-Dieu Vouna, ça sera sans Laurent Gbagbo, on l'a dit, mais Madame Gbagbo sera de la partie. Oui, ce sera sans Laurent Gbagbo. C'était prévisible parce que, comme l'a dit Timothée Essomba, il était condamné. Et on ne pouvait pas s'attendre à mieux que ça. Moi, je dirais plutôt que ce qui m'a gêné, c'est cette manière dont l'ONU a se mêler parfois de la souveraineté de nos États. Du fait qu'on veuille imposer certains candidats, bien que ça a été voulu sur un candidat comme Gbagbo que j'aime bien, mais je voudrais que les choses se passent vraiment en toute souveraineté, et comme cela s'est passé. Et je suis d'autant plus fier que le Conseil constitutionnel a dit la loi, et que nous pouvons aussi regarder que il y avait comme une volonté de revivre
je veux dire 2011, c'est-à-dire il y avait comme une volonté de revanche au niveau électoral entre Laurent Gbagbo et le président actuel. Ce qui n'y aura pas lieu et je crois que ça baisse, ça va essayer de baisser les tensions. C'est ce que vous pensez? Je me dis, je le souhaite. Merci. Je le souhaite parce que je souhaite que ce soit ainsi. Parce que je me suis dit, si il y a une deuxième mi-temps après 10 ans de ce même match, ça risque d'exploser, ce que nous ne souhaitons pas. Et maintenant, Madame Simone Gbagbo, elle est candidate. Est-ce qu'elle pourra mobiliser comme son mari il y a 10 ans? Il y a beaucoup de questions. Mais tout ce que j'apprécie, c'est qu'elle a persévéré. C'est une femme vraiment de politique de haute facture que nous devons célébrer et louer sa pugnacité, son courage. Il n'y en a pas assez comme ça ici en Afrique. Hein. Donc, je dirais tout simplement que si autour d'elle, ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir être validés, peuvent se tenir et faire la paix, en l'occurrence le président Laurent Gbagbo et bien d'autres candidats qui n'ont pas été validés, former une coalition sérieuse et pour pouvoir peser fort et renverser la tendance, c'est possible et c'est bon souhait. Merci pour ce souhait, Jean de Dieu Evuna. L'ex-première dame, Jean-Moïse Mbok, 76 ans, elle préside le mouvement des générations capables. Simone Éveillé Gbagbo, elle a conservé d'ailleurs le nom de son ancien mari. Elle fait désormais figure de poids lourd lorsque l'on évoque l'opposition, puisque Wadon Melo, Jean-Luc Billon et autres, pour ceux qui ne sont pas très initiés des questions politiques ivoiriennes, sont de quasi inconnus. Mais est-ce que l'aspect qui est souhaité ici et là, celui d'une alliance, d'une coalition, ou alors d'une candidature unique de l'opposition, là-bas aussi ne va pas être prégnant? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller dans le sens où peut-être Mme Gbagbo fédère autour d'elle toute cette énergie, parfois un peu dispersée, de l'opposition ivoirienne? Mais écoutez, Simone Gbagbo, Madame Gbagbo, elle a préféré garder ce nom. Et comme disait Dr Evuna, une femme, j'ai envie de dire de grande qualité, qui a mené tous les combats avec son époux, qui s'est tenu pour la cause de la Côte d'Ivoire. Et s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui nier aujourd'hui, c'est l'amour pour sa patrie. Elle aime son pays, elle aime l'Afrique. Et elle avait même promis, quand il y avait tous ces problèmes, qu'elle se porterait candidate. Aujourd'hui, elle a tenu la parole qu'elle avait faite. Et je pense que si elle continue dans cette dynamique, parce qu'elle a montré qu'elle peut donner une parole qu'elle peut tenir, elle a montré qu'elle peut engager un combat comme celui de la candidature, et elle a tenu. Si elle rentre dans la dynamique de la négociation avec les autres, je pense aussi qu'elle peut... Vous pensez que ça sera avec le soutien de Laurent Gbagbo ou sans? Ce sera, j'ai envie de dire que ça va dépendre de comment ils se sont séparés. Je dis ça comme ça, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien, Stéphane. Je dis ça, je dis rien. Tout dépend de comment ils se sont séparés. Et je crois que le grand panafricaniste, Laurent Gbagbo, va comprendre où sont ses intérêts aujourd'hui. Oui. Ses intérêts sont justement j'ai envie de dire, de faire un retour d'ascenseur à celle-là qu'il a soutenue pendant toutes ces années-là. Donc moi, je pense que lui va nous montrer sa hauteur en se tenant à ses côtés. Mais s'il ne le fait pas, c'est son droit. On ne va pas le condamner. Madame Bemba, qui accompagne les nuits du grand président Gbagbo, va accepter ça comme ça? Bref, mais bon, vous savez, les femmes ont parfois des capacités que les hommes ne comprennent pas. Surtout quand il s'agit d'un intérêt qu'elles entendent bien toutes les deux, elles peuvent trouver une solution. Moi, je pense aujourd'hui qu'on ne doit pas sous-estimer cette candidate qui, pour moi, c'est une dame assez énigmatique. Elle est pour moi comme un sphinx. Quand j'ai vu un peu l'arrestation, les traumatismes qu'elle a subis, les problèmes qu'elle a eus, de la voir renaître avec ce sourire que nous voyons à l'écran, pour moi c'est un message très fort. C'est une femme qui a un caractère fort, qui a une dynamique forte, qui a une belle personnalité parce qu'elle sait attirer les gens vers elle. Pour ma part, je pense qu'elle a des chances de pouvoir fédérer. Tout va dépendre donc des équipes qui sont autour d'elle et qui savent donc mener les échanges, les négociations, les pourparlers, mais surtout savoir d'une part faire taire les égos et montrer à chaque candidat l'importance qu'ils ont à apporter
dans le projet de société qu'elle va certainement présenter pour la Côte d'Ivoire. Je rappelle simplement que les défis de la Côte d'Ivoire sont connus. Ces défis sont importants. Et c'est peut-être pour ça que le Conseil constitutionnel a penché sur des financiers, j'ai envie de dire comme ça. Oui. Des gens qui ont ces capacités financières, Billon, et naturellement... Mais le principal financier n'est pas de la partie, puisque M. Cham est quasiment un loup. Non, si vous avez Alassane Ouattara qui est de la partie, c'est déjà une chose excellente pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce qu'il devait se représenter, c'est autre chose. Mais en termes d'expertise, en termes d'excellence, dans la question de la finance en Afrique, écoutez, Alassane Ouattara, je ne sais pas s'il y a mieux que lui pour le moment. Donc, dans ces termes-là, si on l'a en Côte d'Ivoire pour mener ce combat, s'il passe, c'est bien pour la Côte d'Ivoire parce qu'au moins, ce problème sera résolu. Maintenant, les 3 autres candidats aussi ont des capacités qu'il faudra simplement savoir mettre ensemble. Et donc, je chute en disant que Mme Gbagbo est une candidate à prendre au sérieux. Elle peut fédérer si elle sait mettre une bonne équipe autour d'elle et s'entourer des gens qui savent faire taire les égos des uns et des autres. Merci Jean-Moïse Mbok. Alors, Simon Messengue, ce sera sans un Laurent Gbagbo, puisque la Cour constitutionnelle ivoirienne en a décidé ainsi. Ce sera sans Tidjane Cham, mais ce sera avec Alassane Dramane Ouattara qui, après quelques justement polémiques sur sa participation, est de nouveau sur les starting blocks. Est-ce qu'on peut espérer cette fois-ci que le président Ouattara aille véritablement au bout de toutes ces réformes, puisque à ce niveau, le bilan que le docteur Jean-Moïse Mbok évoque sur ce plateau, parfois semble mitigé. On a des chiffres qui parfois relèvent de l'artificiel pour certains, mais pour d'autres qui sont concrets, vu que ceux qui sont allés du côté de la Côte d'Ivoire pensent avec raison pour eux que sur le président Ouattara, il y a véritablement un boom économique qui est perceptible. Laissez les Ivoiriens parler du boom économique. Parce que moi, Camerounais, je sais que les Camerounais sont des autoflagelleurs. Mais quand on suit les étrangers parler du Cameroun, ils parlent d'une véritable transformation du Cameroun en quelques années. Je te dis que le problème ivoirien est très compliqué. Il est compliqué et on a l'impression, c'est-à-dire que la crise de 2011 n'a pas été vidée. Pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas été vidée. Et donc, c'est un problème assez délicat. Très délicat dans la mesure où, vous savez que dans ce pays, en 2011, le Conseil constitutionnel s'est dédié. Oui. A dit que, a proclamé pour la première fois le président Laurent Gbagbo comme étant président. Et il y a eu un coup d'État. Si on s'en tient aux normes de coup d'État, il y a eu coup d'État. Le Conseil constitutionnel s'est redit. C'est-à-dire qu'en disant qu'une autre personne était président de la République à la personne du président Alassane Ouattara. Et donc de ce fait, 12-13 ans après, on a des personnes comme Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, oui. Donc des acteurs de cette crise-là, qui d'autres sont hors du pays pour des raisons diverses. Et maintenant, et vous savez que Laurent Gbagbo a été amené à la CPI, sans très bien comprendre comment. Il a fait 10 ans là-bas pour se rendre compte qu'il était non coupable. Et justement, est-ce que la question, son éviction, attendez. Cette course, ne ravive pas toutes ces polémiques-là? C'est pour cela que la question reste et demeure. S'il n'est donc pas coupable, du point de vue international, qui était donc coupable? Et c'est pour cela que après cette élection, il va falloir vider ce problème. Sinon, on est toujours dans une situation assez ambiguë. C'est pour ça que je ne voudrais pas vraiment c'est-à-dire que raviver les blessures, parce que nous sommes à une période électorale et qui est très sensible. Oui. Je préfère juste dire que il y a des sacrifices que les uns et les autres doivent consentir pour que le pays comme la Côte d'Ivoire aille mieux. C'est-à-dire qu'il y a des candidats. Si les Ivoiriens veulent une alternance, s'ils veulent une continuité, ils sont les maîtres de leur destin, ils sauront quoi faire. Vous Conseil constitutionnel ivoirien, vous aurez plutôt prôné à ce que tous ces caïmans de l'espace politique, ou alors éléphants, puisque c'est les éléphants en Côte d'Ivoire, soient de la partie, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et autres, pour que les Ivoiriens puissent faire justement leur choix en tout état de cause, en connaissant les blessures, les séquelles, les cicatrices. Peut-être, à ce moment-là, tourner la page. Non. Il faut le Congrès constitutionnel dit le droit.
Le Conseil constitutionnel ne fait pas la politique. C'est ça. Mais ça, c'est ce qui doit se passer, c'est plutôt c'est-à-dire qu'une commission politique qui doit pouvoir pacifier le passé. Mais en l'état actuel, le Conseil constitutionnel a dit le droit. C'est sur la base du droit qu'ils ont décidé que son excellent Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat ou que Thiam ne peut pas être candidat. Donc, sur le plan du droit, il n'y a rien à redire là-dedans. Ce que moi je voudrais dire, c'est essayer d'appeler des individus qui veulent à tout bout de champ rendre les pays africains ingouvernables en créant des problèmes qui n'ont pas de sens. Des gens qui, parce que le droit était dans un pays, trouvent que c'est un problème tribaliste. Je me pose bien la question à cela, comme M. Achille Mbembe, que bon, en Côte d'Ivoire, c'est encore le problème Bamileke ou autre. Je crois qu'il faut que les uns et les autres arrêtent un peu cette agitation puérile et stérile. Vous faites un parallèle assez Oui, bien, dangereux. oui, bien. Non, il n'est pas dangereux. C'est ce qu'ils font qui est dangereux. Parce que vous avez un pays multi-ethnique comme le Cameroun, où il y a la loi et le droit, la constitution qui règle un certain nombre de problèmes. Vous voyez un individu qui est assis de nulle part, vous dit qu'on a écarté quel candidat parce que c'est un Bamileke ou quoi que ce soit. Je crois qu'il faut qu'on arrête ça. Attendez. Qui ne font qu'ajouter de l'huile sur Attendez, le feu. justement, il faut les dénoncer. C'est sur des plateaux comme ça, sérieux comme ça, qu'il faut dénoncer ça. Il faut dire aux uns aux autres que les périodes électorales sont très sensibles. Et donc, de ce fait, on n'attend pas que n'importe qui arrive de n'importe où. Si vous êtes essayiste, d'accord, faites vos livres. Laissez au moins les juristes faire leur job. Quand le Conseil constitutionnel s'assoit, c'est sur la base du droit qui est le contrat social, qui est régi dans un État. C'est sur cette base-là qui se penche pour régler un certain nombre de problèmes. Et que vous arrivez pour dire tel ainsi de suite. Non, je crois qu'il faut que les uns et les autres arrêtent ça. On n'en a pas besoin. Ils vivent dans des États qui laissent nous qui vivons dans les pays africains aussi faire notre chemin. Merci Simon Messengue. On va donner la parole en dernier lieu sur cette mise en bouche au patriarche François Bikoro. Alors patriarche, la Côte d'Ivoire est appelée justement à son destin. Ça sera le 25 octobre prochain pour choisir un nouveau président. Continuité peut-être, rupture certainement. Personne ne sait. Seul l'électeur ivoirien pourra faire ce qu'il veut dans les urnes. Mais est-ce que s'il y a continuité, vous penserez que toutes les cicatrices de 2011 avec l'arrestation du président Gbagbo, ces humiliations de Madame Simone Gbagbo, cette classe politique décimée, Ahmed Bakayoko et autres partis, est-ce que cette présidentielle sera en capacité véritablement de faire tourner la page, malgré qu'il y ait cette verdure économique qui est blandie ici et là de la Côte d'Ivoire? Disons d'abord un grand bonjour à Sia Popo. Qui est ce monsieur? C'est ça le drame. Ne parlez plus jamais de Côte d'Ivoire si vous ne connaissez pas Sia Popo. Sia Popo est ce personnage dont on disait qu'il était vigile à la Banque centrale. Et qu'un jour il a fait disparaître quelques milliards. Et il s'est révélé que ces milliards ont servi à armer la rébellion. Deux jeunes bambins étaient à l'université. L'un est devenu président de l'Assemblée nationale. L'autre, je ne cite pas les contemporains. L'autre est devenu ministre de la jeunesse dans le Tar. La Côte d'Ivoire est dans ce pays qui a donné à voir et à comprendre qu'on peut vivre près de 6 mois avec 2 chefs d'État. L'un est logé au palais, l'autre est logé à l'hôtel. Ça a abouti à 2 conseils constitutionnels. Vous voyez que je ne voudrais pas parler de la guerre. Toujours est-il qu'il en est sorti 2 générations et 4 personnages. Des gens comme moi, les vieux, Laurent Koudou Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara. Et des jeunes qui ont cru en eux, Guillaume Kekbafori Soro et Blé Goudé. À la fin, quand on est dans ce type de pays, où le bulletin de vote a été remplacé par les armes, la coalition occidentale, menée par la France, et où
Celui qui a compté les voix s'appelle la CPI. Logiquement, les Ivoiriens devraient s'attendre à ce qu'on mette en place un syllogisme institutionnel qui les fasse oublier et les balles qui remplacent les bulletins de vote et des gens étrangers qui viennent juger les actes des uns et des autres. Dans ce sens, seule la loi et le règlement peuvent faire avancer les choses. Oui. Donc dans ce sens, on ne peut pas blâmer que quelques dizaines d'années après, la Côte d'Ivoire ait pu remettre les enfants de Côte d'Ivoire ensemble en s'entendant sur la loi, c'est-à-dire la Constitution. C'est la seule chose qui peut arranger les Ivoiriens qui rêvent qu'on ne vive plus la situation décrite tout à l'heure par Simon. Donc dans ce sens, ceux qui se sont mis en marge ne peuvent s'en prendre à eux-mêmes. En revanche, les Ivoiriens s'attendent à ce qu'au fur et à mesure que la Côte d'Ivoire reprend sa place dans le système au Conseil des Nations Unies, que les uns et les autres puissent faire leur aggiornamento. Logiquement, la Côte d'Ivoire ne va retrouver son chemin que lorsque les 4 bons hommes qui l'ont mis dans la raque dans laquelle ils se trouvent se seront mis de côté. Mais il y en a deux qui sont en exil. Il y en a un qui est en exil, il y a l'autre qui est quasi-exil aussi, puisqu'il ne pèse plus grand-chose. Il y a le président Gbagbo qui a abandonné ou alors laissé le FPI à Finguesang. Il y a le président Ouattara qui est aux affaires. Il y a madame qui est candidate. C'est quand même un cocktail assez hétéroclite pour trouver... Quand vous revenez donc, vous rendez pour donc trouver la raison. l'évidence Que les deux chefs de file sont présents. Vous avez cité qu'il y avait 2 générations qui s'entrechoquaient. Quand vous avez Madame Eivé Gbagbo, et je vais vous faire une révélation, en réalité c'est elle qui était l'homme politique de Côte d'Ivoire quand vous ne choisissez que Gbagbo. C'est ça que je ne voulais pas parler. Une grande dame. L'histoire a ceci de particulier qu'elle ne s'arrête pas, mais elle bégaye. Moi j'ai fréquenté ces gens pendant 4 ans. On a oublié que c'est Eivé qui a arrêté la Côte d'Ivoire dans les revendications des enseignants à l'Université nationale de Côte d'Ivoire. Et ils avaient pour porteur de sceau 2 enfants. On a oublié la fameuse phrase de Eivé parlant au général Gay. Non, le chef d'état-major. Oui. Il avait dit à Gbagbo qu'il est un peu trop faible. Quand il voit... Quand général ne met pas les mots quand Très bien. Général... Hé, Gbagbo! Quand tu vois ce monsieur avec l'or et tout ça à la main, c'est pas un homme qui peut est-ce aller au qu'il front. peut avoir peur de la vie? L'histoire nous a renseigné que la Côte d'Ivoire est partie des uns qui allaient à gauche, des traîtrises à gauche, des traîtrises à droite, des enfants qui étaient avec Alassane Ouattara, qui ont rejoint Gbagbo, ceux qui étaient avec Gbagbo. Bref, la Côte d'Ivoire se bat pour que les acteurs qui l'ont mené à cette affaire-là puissent laisser la Côte d'Ivoire reprendre son chemin. Je crois qu'au niveau de la présidente de la République, vous savez tous les efforts que Alassane Ouattara fait aujourd'hui pour dire qu'il est africain dans sa gouvernance et panafricain dans son esprit. Parce que le débat aussi se trouve à ce niveau. L'Afrique bouge. L'Afrique n'a plus besoin que des gens partent sous le couvert des Nations Unies pour venir donner des ordres, alors que les Africains savent s'asseoir sous l'arbre et régler les problèmes selon le syllogisme africain. C'est pour ça que moi je pense qu'on ne peut pas nier ici que les 2 acteurs sont conscients du fait qu'ils ne doivent pas retomber dans ce piège. Oui. Moi je voyais l'insistance de Laurent Gbagbo, pas dans le sens d'être candidat, mais de rappeler à son vis-à-vis de la génération de 2010 qui ont mis le pays à feu et à sang, c'est-à-dire Alassane Ouattara, qu'attention, je reste dans le rôle des vigies. Si vous ne voyez pas ça dans ce sens, ce monsieur a été traumatisé, psychologiquement et physiquement. Vous avez dit non coupable, moi je préfère innocent. Il n'a eu la vie sauf qu'à la pression de l'Afrique, comme dans les années 60, avec le Front National de l'Évolution du National, l'UPC, l'ANC et les autres. Donc il faut une nouvelle Afrique qui s'adapte à l'environnement actuel, et la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont 2 portes d'entrée de cette Afrique qui doit se mouvoir demain. Donc ne réveillez pas
un certain type de démon. La seule chose qui peut mettre les Ivoiriens ensemble, les Africains ensemble, c'est que s'ils se sont entendus sur les lois et les règlements, qu'on amène les uns et les autres à les respecter. Merci. En revanche, c'est un rêve. C'est un rêve de tout Africain. Il faut que dans les agissements des uns et des autres, qu'ils sachent, et on peut voir dans leur comportement, on peut imaginer qu'en voulant revenir, et la preuve que dans notre débat ici, on a cru qu'il y avait la vengeance, il y a cru qu'il y avait autre chose. La Côte d'Ivoire est un pays très important dans la mise en œuvre de l'africanité de demain, parce que la Côte d'Ivoire sort de la RDA. On l'oublie aussi souvent assez, le Rassemblement démocratique africain. Il a été fracassé par les syllogismes coloniaux. Petit à petit, il faut permettre à cette Côte d'Ivoire, de garder intact ce qu'elle n'aurait pas dû quitter, mais aussi de s'adapter à la nouvelle norme de la gouvernance. Merci François Bikoro pour cette lecture transversale qui nous fait apprendre, véritablement apprendre sur la vie et surtout le devenir et avenir du pays frère, le pays ivoirien. On va prendre une transition pour